Destin tragique. L'affaire Kaniong. L'horreur en Malaisie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destin tragique, le podcast qui explore les parcours captivants et souvent tragiques de personnes connues ou inconnues à travers le monde. Préparez-vous à embarquer pour la Malaisie, où l'histoire de Kani Ong, une brillante analyste de 28 ans vivant aux États-Unis, prend un tournant tragique. En juin 2003, alors qu'elle rentre dans son pays natal pour rendre visite à sa famille, elle disparaît mystérieusement dans un parking souterrain. Son enlèvement et les événements qui suivront vont secouer la nation et révéler des failles inquiétantes dans une société apparemment moderne. Préparez-vous à plonger dans cette affaire troublante, car l'histoire de Kani Ong commence maintenant. Notre histoire commence le 18 juillet 1974 dans la pittoresque ville d'Ipoh, nichée au cœur de l'état de Perak en Malaisie. C'est là que naît Kani Ong Laikian, deuxième fille d'Ong Bijeng et Pearlie Viswanathan. Ipoh, à cette époque, se dresse comme une toile vivante où le passé et le présent s'entremêlent dans une danse fascinante. Les rues étroites, artères palpitantes de la ville, sont bordées de shop-house aux façades bariolées, véritables joyaux architecturaux hérités de l'ère coloniale. Ces bâtiments élancés, étroits et profonds, racontent l'histoire d'une ville en pleine métamorphose. Au rez-de-chaussée, les échoppes bourdonnent d'activités, tandis qu'aux étages supérieurs, la vie familiale se déroule derrière des fenêtres ornementées, mêlant intimement commerce et habitat. L'air est imprégné d'une symphonie d'arômes où domine la senteur caractéristique du white coffee d'Ipoh. Cette boisson emblématique, bien loin du simple café au lait que son nom pourrait suggérer, est le fruit d'un savoir-faire local unique. Les grains, torréfiés avec de la margarine, développent une teinte plus claire et un goût subtilement caramélisé. Servi avec du lait condensé sucré, ce nectar crémeux offre une expérience gustative qui captive les sens, son parfum envoûtant s'échappant des nombreux cafés qui ponctuent les rues. Cette fragrance singulière se mêle aux effluves épicés s'élevant des stands de rue où des cuisiniers s'affairent devant des woks fumants. Le cliquetis des ustensiles et le bruissement des conversations créent une bande-son urbaine unique, ponctuée par le tintement occasionnel des cloches des temples voisins. Au détour d'une rue, on découvre soudain un imposant bâtiment colonial, vestige majestueux d'une époque révolue, qui contraste avec les enseignes lumineuses et les devantures modernes des nouveaux commerces. Cette juxtaposition saisissante entre l'ancien et le nouveau crée un patchwork visuel captivant, où chaque coin de rue raconte une histoire différente. C'est dans ce décor enchanteur que la petite Kani grandit, entourée de l'amour de ses parents et de ses deux sœurs, Elsie et Lishian. Dès son plus jeune âge, Kani se démarque par une curiosité insatiable qui ne cessera de grandir au fil des années. Cette soif de connaissance ne fait que s'intensifier avec le temps. À l'école, Kani excelle dans toutes les matières, mais c'est l'histoire qui captive particulièrement son imagination. Elle passe des heures à dévorer des livres sur le passé d'Ipoh et de la Malaisie, fascinée par les récits d'une époque révolue. Un samedi soir de 1982, alors que Kani n'a que 8 ans, un événement apparemment anodin va marquer un tournant dans sa vie. Sa mère l'amène au Pasar Malam, le marché nocturne qui anime régulièrement les rues d'Ipoh. Maman, regarde, il y a tellement de choses. Ces lampes sont si jolies. Et cette odeur, c'est du satay. Mais parmi les étals colorés de nourriture, de vêtements et de babioles en tout genre, c'est devant un stand de livres d'occasion que Kani s'arrête net. Ses yeux s'illuminent quand elle aperçoit un vieux livre sur l'histoire d'Hippo. Maman, est-ce que je peux avoir ce livre, s'il te plaît? T'es sûre, ma chérie? Je pensais que tu voudrais plutôt un jouet ou des bonbons. Non, je veux ce livre. Je veux en apprendre plus sur notre ville. Ce livre devient le compagnon inséparable de Kani. Elle le dévore page après page, absorbant avidement chaque détail sur l'histoire de sa ville natale. Cette passion pour l'histoire ne la quittera plus jamais. Quelques semaines plus tard, lors d'un dîner familial, Kani surprend tout le monde avec ses nouvelles connaissances. Est-ce que vous saviez que la gare d'Ipoh avait été construite en 1917? Et pourquoi on l'appelle le Taj Mahal d'Ipoh à cause de son architecture? Waouh! Eh bien, ma petite chérie, tu en sais des choses. Où as-tu appris tout ça?
Dans mon livre, papa, il raconte toute l'histoire d'Hippo. C'est à ce moment que les parents de Kanye réalisent vraiment le potentiel intellectuel de leur fille. Ils décident de l'encourager davantage dans ses études et sa quête de connaissances. Les années passent, et la passion de Kanye pour l'histoire et la culture ne fait que grandir. À l'école, elle excelle particulièrement en histoire et en géographie. Ses professeurs sont impressionnés par sa curiosité et sa soif de connaissances. Cette passion ne se limite pas aux salles de classe. Kanye passe une grande partie de son temps libre à explorer sa ville, visitant chaque monument, chaque bâtiment historique, absorbant leur histoire comme une éponge. Un jour, alors qu'elle a 12 ans, Kanye se tient devant la majestueuse gare d'Hippo, ce Taj Mahal local qu'elle a tant admiré dans son livre. Ses yeux brillent d'émerveillement. Un jour, je raconterai ces histoires au monde entier, se dit-elle à elle-même. Ce rêve d'enfant allait façonner son avenir d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les années passent, et Kanye continue de briller dans ses études. En 1996, fraîchement diplômée de l'école secondaire, elle prend une décision qui va changer le cours de sa vie. Poursuivre ses études aux États-Unis. Allô Hawaï, me voilà! À 22 ans, Kanye débarque à l'aéroport d'Honolulu, ses yeux s'écarquillant devant la beauté de l'île. Le choc culturel est immense, mais l'excitation l'emporte sur l'appréhension. Les premiers jours sont un tourbillon d'orientation, de rencontres et de découvertes. Kanye se lie rapidement d'amitié avec sa colocataire, Lisa, une Américaine de Californie. Hé, Kanye, ça te dit d'aller surfer ce week-end? Surfer? Je sais même pas nager correctement. Malgré ses réticences initiales, Kanye finit par accepter. Cette première leçon de surf devient une métaphore de son expérience américaine. Difficile, parfois effrayante, mais exaltante. Waouh! C'était incroyable! J'ai l'impression de pouvoir tout faire maintenant. Cette attitude positive et cette volonté de sortir de sa zone de confort caractériseront toute l'expérience américaine de Kanye. À l'université Hawaii Pacific, Kanye s'épanouit. Elle excelle dans ses études d'économie, impressionnant ses professeurs par sa perspicacité et son éthique de travail. Mademoiselle Hong, votre analyse du marché asiatique est vraiment remarquable. Avez-vous envisagé une carrière dans le commerce international? J'y ai pensé, professeur. J'aimerais pouvoir faire le lien entre l'Asie et les États-Unis. Il y a tellement d'opportunités à saisir, tellement de ponts à construire entre ces deux mondes. Ces encouragements nourrissent l'ambition de Kanye. Elle commence à rêver d'une carrière qui lui permettrait de faire le pont entre ses racines asiatiques et sa nouvelle vie américaine. Mais la vie de Kanye n'est pas que travail. Elle découvre la diversité culturelle d'Hawaï, un melting pot qui lui rappelle sa Malaisie natale tout en étant profondément américain. Un soir de novembre 1998, Kanye et ses amis organisent un potluck multiculturel dans leur résidence universitaire. Je vais préparer un nasi lemak. C'est un plat traditionnel malaisien. Super! Moi, j'apporterai des tacos. Cette soirée devient emblématique de l'expérience de Kanye aux États-Unis. Un mélange de culture, de saveurs et d'amitié qui transcende les frontières. En 2000, Kanye obtient son diplôme avec mention. C'est une fierté immense pour elle et sa famille restée en Malaisie. Maman, papa, j'ai réussi. Je suis diplômée. Nous sommes si fiers de toi, ma chérie. Que vas-tu faire maintenant? C'est la grande question. Kanye décide de tenter sa chance à Los Angeles, attirée par les opportunités professionnelles de la grande ville. Los Angeles est un choc. Après la vie paisible d'Hawaï, Kanye se retrouve dans un petit appartement à Koreatown, cherchant désespérément du travail dans un marché compétitif. Oh, j'ai envoyé 50 CV cette semaine et toujours rien. Est-ce que j'ai vraiment bien fait de venir ici? Mais Kanye n'est pas du genre à abandonner. Elle enchaîne les petits boulots tout en continuant sa recherche. C'est lors d'une de ses missions temporaires qu'elle rencontre Brandon Hong. Des nouvelles ici? Je m'appelle Brandon. Oui, je viens d'arriver de Hawaï. Je m'appelle Kanye. Brandon, un Américain d'origine chinoise singapourienne, est immédiatement charmé par l'intelligence et la détermination de Kanye. Leur relation se développe rapidement. En 2001, Kanye décroche enfin le job de ses rêves, analyste informaticienne à San Diego. C'est aussi l'année où elle épouse Brandon. Je vous déclare mari et femme. La vie de Kanye semble enfin prendre la direction qu'elle a toujours voulu. Elle a un travail stimulant, un mari aimant et une vie confortable en Californie. Mais Kanye n'oublie pas ses racines. Elle reste en contact étroit avec sa famille en Malaisie,
leur envoyant régulièrement des colis remplis de produits américains et de photos de sa nouvelle vie. En 2003, Kanye reçoit un appel qui va tout changer. Ma chérie, ton père est malade. Il a un cancer. Sans hésiter, Kanye décide de rentrer en Malaisie pour soutenir sa famille. Ce qui devait être un voyage temporaire va malheureusement devenir son dernier. Le 13 juin 2003, lors d'un dîner d'adieu avant son retour prévu aux États-Unis, Kanye disparaît. Son corps sera retrouvé quelques jours plus tard, victime d'un crime horrible. La vie de Kanye Wong, pleine de promesses et de réussites, s'est brutalement arrêtée. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Nous faisons maintenant un saut dans le temps et changeons de perspective. Alors que Kanye Wong poursuivait ses rêves aux États-Unis, un autre destin se forgeait en Malaisie, celui de l'homme qui allait devenir son meurtrier, Arman Najib bin Haris. Notre histoire commence en 1976 dans la petite ville de Muar, dans l'état de Johor, en Malaisie. Arman Najib naît dans une famille modeste, le deuxième de 4 enfants. Regarde mon petit Najib, un jour tu rendras ta famille fière. Ironie du sort, ces mots prononcés avec amour et espoir par sa mère allaient prendre un tout autre sens des années plus tard. Les premières années d'Arman Najib sont sans histoire. C'est un enfant calme, presque effacé, qui passe inaperçu à l'école. Mais cette apparente normalité cache des troubles plus profonds. Arman Najib grandit dans un environnement familial strict, où l'expression des émotions est souvent réprimée. Les hommes ne pleurent pas. Arrête de te comporter comme un bébé. Mais papa, ça fait mal. Ces moments de tension familiale laissent des cicatrices invisibles sur le jeune Arman Najib, façonnant sa personnalité d'une manière que personne ne pouvait prévoir. À l'adolescence, les premiers signes de déviance apparaissent. Arman Najib commence à voler de petits objets dans les magasins locaux, recherchant peut-être le frisson de l'interdit. Arman Najib, encore adolescent, ressent ses premiers larcins avec un mélange d'excitation et de fierté mal placée. Ces actes lui procurent une sensation grisante de pouvoir et de liberté qu'il n'a jamais connue auparavant. Pour la première fois de sa vie, il se sent maître de son destin, affranchi des jugements et des contraintes imposées par les autres. Dans ces moments de vol, son monde se réduit à lui-même et à l'objet de son désir, créant une bulle d'intimité perverse avec le fruit de son méfait. Cette expérience, aussi répréhensible soit-elle, marque pour lui les prémices d'une dangereuse addiction au sentiment de contrôle et de puissance qu'il recherchera plus tard de manière bien plus destructrice. À 18 ans, Arman Najib quitte Muar pour Kuala Lumpur, la capitale. Il y trouve un emploi comme agent d'entretien pour la Malaysian Airlines. Najib, bon, il était toujours à l'heure, travailleur, un employé modèle, quoi. Qui aurait pu imaginer... En surface, Arman Najib semble s'adapter à la vie urbaine. Il se marie et a 2 enfants, mais sous cette façade de normalité, des pulsions sombres continuent de grandir. En 2000, les premiers crimes graves d'Arman Najib sont commis. Bien que jamais condamné, il est soupçonné d'être impliqué dans plusieurs cas de viol. Un des enquêteurs impliqués dans l'affaire révèle les difficultés rencontrées à l'époque. Les soupçons pèsent lourdement sur le suspect, les indices s'accumulent, tous pointant dans la même direction. Pourtant, malgré leurs efforts acharnés, les autorités se trouvent dans une impasse. Les victimes, traumatisées et vulnérables, refusent de porter plainte. L'enquêteur comprend leur réticence, ayant vu ce scénario se répéter maintes fois dans des affaires similaires. La peur des représailles, la honte injustifiée que la société fait parfois peser sur les victimes d'agressions sexuelles, ou simplement le désir d'oublier et de passer à autre chose, tout cela contribue à leur silence. Ce silence, bien que compréhensible, lie les mains de la police. Sans plainte officielle, sans témoignage formel, les autorités se retrouvent impuissantes, incapables d'agir malgré leurs soupçons fondés. L'enquêteur ressent une profonde amertume face à ces occasions manquées, se demandant si une intervention plus précoce aurait pu empêcher la tragédie à venir. Cette situation, malheureusement trop fréquente, illustre les défis complexes auxquels sont confrontées les forces de l'ordre dans la lutte contre les crimes sexuels. Elle met en lumière les failles d'un système qui, malgré les meilleures intentions, peut parfois échouer à protéger les plus vulnérables, laissant des prédateurs potentiels en liberté jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces actes non punis alimentent le sentiment de toute puissance d'Arman Najib. Il développe une double vie, employé modèle et père de famille le jour, prédateur la nuit. La nuit du 13 juin 2003 marque un tournant tragique dans cette affaire. Le Bangsar Shopping Complex, situé au cœur du quartier huppé de Bangsar à Kuala Lumpur, est plongé dans une quiétude trompeuse.
Le vaste parking souterrain, s'étendant sur 4 niveaux et couvrant une superficie de 35 000 m², est faiblement éclairé par des néons blafards qui projettent des ombres inquiétantes entre les rangées de véhicules. L'air est lourd, chargé d'humidité et d'odeurs de carburant. Le bruit lointain de la circulation en surface et le ronronnement des systèmes de ventilation créent une ambiance sonore oppressante, ponctuée par le chant des grillons qui s'infiltrent depuis l'extérieur. C'est dans ce décor lugubre qu'Ahmed Najib erre, tel un prédateur à l'affût. Ses pas résonnent sur le béton, se mêlant au bruit des gouttes d'eau qui s'échappent çà et là des canalisations. Les caméras de surveillance, censées assurer la sécurité des lieux, semblent impuissantes face à la menace qui rôde. Soudain, il l'aperçoit. Kany Hong, seul et vulnérable, se dirige vers sa voiture garée dans un coin isolé du parking. L'écho de ses talons sur le sol en béton résonne dans l'espace confiné, attirant l'attention d'Ahmed Najib. À cet instant, quelque chose se déclenche en lui, une pulsion irrépressible, comme si un monstre enfoui prenait soudain le contrôle de ses actes. Sans hésitation, il passe à l'action. Le bruit de ses pas rapides résonne dans le parking, se rapprochant inexorablement de sa proie. Le claquement sec d'une portière de voiture brise le silence, suivi d'un vrombissement d'un moteur qui démarre. La Proton Tiara de Kany, conduite par Ahmad Najib, file à toute allure vers la sortie, percutant violemment la barrière du parking dans un fracas métallique qui résonne dans tout le complexe. Ce qui suit est une nuit d'horreur indicible, qui se déroule loin des yeux des caméras de surveillance et de la sécurité du centre commercial. Ahmad Najib emmène Kany dans des lieux isolés, la soumettant à des violences inimaginables avant de mettre fin à sa vie. Dans un acte final de déshumanisation, il brûle son corps dans un fossé près d'un chantier de construction le long de l'autoroute, comme pour effacer toute trace de son crime odieux. L'odeur âcre de chair brûlée se mêle à celle du bitume et du diesel, créant une scène macabre sous le ciel nocturne de Kuala Lumpur. Les jours suivants, le Bangsar Shopping Complex reprend son activité habituelle, inconscient du drame qui s'est joué dans ses entrailles. Ahmad Najib, lui, reprend le cours de sa vie avec une froideur déconcertante, allant travailler et s'occupant de ses enfants comme si rien ne s'était passé. Mais l'étau de la justice se resserre inexorablement. Le 19 juin, 6 jours après le meurtre, le son strident des sirènes de police brise la quiétude du quartier résidentiel où vit Ahmad Najib. Les voisins, intrigués, observent derrière le rideau l'arrestation de celui qu'ils considéraient comme un homme ordinaire. Confronté à des preuves accablantes, dont les images de vidéosurveillance du parking et les traces ADN retrouvées sur les lieux du crime, Ahmad Najib finit par avouer. Ses explications confuses et ses excuses sonnent creux face à l'horreur de ses actes, révélant l'ampleur de sa cruauté et plongeant la nation entière dans un état de choc et d'incompréhension face à une telle barbarie. Le procès d'Ahmad Najib bin Haris s'ouvre le 23 novembre 2004 à la Haute Cour de Shah Alam, reflétant la structure judiciaire complexe de la Malaisie. Le pays maintient un système juridique dual, comprenant les tribunaux civils et les tribunaux de la charia, héritage de son passé colonial britannique et de son identité islamique. La Haute Cour, où se déroule le procès, fait partie du système des tribunaux civils, qui comprend également la Cour d'appel et la Cour fédérale au sommet de la hiérarchie. Ces tribunaux traitent des affaires criminelles graves comme le meurtre, tandis que les tribunaux de la charia s'occupent principalement des questions de droit personnel et familial pour les musulmans. Le juge Datuk Muhammad Idris Muhammad Rapi préside l'affaire, incarnant l'indépendance judiciaire garantie par la Constitution fédérale malaisienne. Cette indépendance, bien que parfois contestée, est cruciale dans des affaires aussi médiatisées et sensibles. L'atmosphère dans la salle d'audience est électrique, reflétant l'intérêt national pour cette affaire. Le procureur en chef, Datuk Nordin Hassan, ouvre les débats avec un réquisitoire accablant, soulignant la gravité du crime et appelant à l'application de la peine la plus sévère prévue par la loi malaisienne pour le meurtre, la peine de mort par pendaison. La Malaisie est l'un des rares pays à maintenir la peine capitale obligatoire pour certains crimes, dont le meurtre et le trafic de drogue. Cette pratique a été source de débats et de critiques internationales, mais reste fermement ancrée dans le système juridique du pays. Au cours du procès, qui durera 52 jours, 69 témoins seront appelés à la barre. La procédure suit le modèle accusatoire hérité du système britannique, où le procureur et la défense présentent leurs arguments et contre-interrogent les témoins. Un moment clé du procès survient lorsque l'avocat de la défense, Mohamed Hanif,
tente de discréditer les preuves ADN présentées par l'accusation. Ce débat sur les preuves scientifiques met en lumière les défis auxquels fait face le système judiciaire malaisien dans le traitement des affaires complexes. Outre la peine de mort, le système pénal malaisien prévoit également des châtiments corporels pour certains crimes. Ahmad Najib, en plus d'être accusé de meurtre, fait face à des accusations de viol, un crime qui peut entraîner une peine de prison assortie de coups de rotin, une pratique controversée mais toujours en vigueur en Malaisie. Le 23 février 2005, après 52 jours de procès, le juge Mohamed Idérès rend son verdict. Ahmad Najib est déclaré coupable de meurtre et de viol. Conformément à la loi malaisienne, il est condamné à la peine de mort pour le meurtre de Kani Ong, ainsi qu'à 20 ans de prison et 10 coups de rotin pour le viol. Ce verdict, prononcé en 2005, reflétait à l'époque la ferme position de la Malaisie sur l'application de la peine capitale. Cependant, il est important de noter que le système judiciaire malaisien a connu une évolution significative ces dernières années. En effet, ce n'est qu'en avril 2023 que le Parlement malaisien a voté une loi réformant l'application de la peine de mort, abolissant son caractère obligatoire pour certains crimes, dont le meurtre. Cette réforme, bien que récente, témoigne d'une volonté de moderniser le système judiciaire tout en préservant certaines traditions. Malgré cette évolution, il est crucial de comprendre le sentiment de justice que la peine capitale a pu apporter à de nombreux Malaisiens, particulièrement dans des affaires aussi brutales que celle de Kani Ong. Pour beaucoup, la condamnation à mort d'Ahmed Najib représentait une réponse appropriée à l'horreur de son crime, offrant un sentiment de clôture et de justice aux proches de la victime et à la société dans son ensemble. Ce sentiment de justice, profondément ancré dans la culture malaisienne, explique en partie pourquoi le pays a choisi de réformer plutôt que d'abolir complètement la peine de mort. La nouvelle loi, en donnant au juge un pouvoir discrétionnaire, permet de prendre en compte la gravité des crimes tout en offrant une approche plus nuancée de la justice pénale. L'affaire Kanyong dépasse les frontières de la Malaisie, posant une question universelle: où se situe la frontière entre le bien et le mal dans nos sociétés modernes? Elle révèle les zones d'ombre qui persistent malgré nos avancées et interroge sur la nature même de la justice et de la protection des plus vulnérables. Alors que les systèmes judiciaires évoluent à travers le monde, chaque réforme soulève un dilemme moral. Comment concilier justice, réparation et prévention? Cette tragédie force à une introspection collective. Dans quelle mesure la société façonne-t-elle ces monstres? Comment le mal peut-il surgir au cœur même de communautés apparemment paisibles? L'histoire de Kanyong rappelle que le combat entre le bien et le mal se joue quotidiennement, dans des choix individuels, mais aussi collectifs. Elle invite à réfléchir sur la responsabilité de chacun dans la construction d'un monde où la sécurité et la dignité de tous sont préservées, questionnant ainsi notre propre humanité face à l'inhumanité.